c'est la galère. C'est la complète galère quand on veut faire une thérapie ou qu'on veut avancer, progresser dans sa vie, quand on veut faire du développement personnel, peu importe, c'est la galère parce qu'en fait, il y a des milliers d'approches, il y a des milliers de manières de faire. Si on fait des thérapies, c'est pareil, chacun dit son truc dans son coin, on ne sait pas ce qui marche pas. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une boîte à outils que je vous propose pour progresser dans votre vie, pour vous développer personnellement, pour faire du développement personnel. Ça inclut tout, ça inclut de la thérapie, du développement personnel. Je vais vous parler de ma boîte à outils. Une forme de boîte à outils qui permet d'avoir un peu un panel de choses qui, je l'espère, je vais essayer de vous montrer en tout cas, qui je l'espère vont fonctionner pour vous. Alors, pour commencer, je vais vous parler de recoupement, de choses que j'ai observées entre différents mouvements et qui se recoupent entre différents mouvements, et notamment qui se recoupent avec des choses au niveau scientifique. Vous allez comprendre. Alors, le premier truc qu'on va remarquer dans différentes approches, ça va être ce qu'on appelle le flow. Alors voilà, la chose de base, le flow, c'est quoi? C'est un outil, c'est un état dans lequel on est, qui apparemment est essentiel au bien-être, et qu'on va vivre fréquemment, souvent, et en général, ce sont des états où à la fois on se sent à l'aise, et où on est extrêmement concentré dans ce qu'on fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet état, qui est un état, en fait, d'autres disciplines parlent de choses qui ressemblent, qui peuvent ressembler d'une manière ou d'une autre. Alors, toutes les disciplines ne le disent pas de la même manière, mais il y a des ressemblances. Alors, par exemple, une discipline qui parle de mode mental, moi j'avais écrit un article là-dessus, où il parlait, donc c'est thérapie neurocognitive et comportementale. Là, c'est vraiment un truc très spécifique de Dr Jacques Fradin, qui a lancé un institut et qui a lancé des recherches là-dessus, où il parle de mode mental préfrontal et de mode mental limbique. Donc, mode mental, on va dire, préfrontal, c'est adaptatif, mode mental adaptatif, et mode mental automatique. Et effectivement, là, tout de suite, on va avoir ce double fonctionnement. Un fonctionnement un peu en flow, justement, où on est concentré, on est bien, on est à l'aise, les choses arrivent facilement, et un mode mental qui est plus fastidieux, qui est le mode mental automatique. Un mode mental adaptatif qui va être beaucoup plus dans la curiosité, dans l'envie d'explorer, dans la nuance. Un mode mental automatique qui va être beaucoup plus rigide, beaucoup plus qui va avoir des difficultés à s'intéresser, qui sera pas capable d'être logique ou cohérent, voilà. Et du coup, qui va être facilement aussi dans le jugement. En communication non violente, je vais en parler plusieurs fois, et vous allez voir que la communication non violente reste aussi un très bon outil de développement personnel et aussi de thérapie. Alors, en CNV, communication non violente, CNV, c'est la même chose. On va parler du chacal et la girafe. Alors, le chacal, c'est un mode de communication basique, classique, mais qu'on utilise avec soi-même. Donc, communication non violente n'est pas qu'une question de communication. Qu'on utilise avec soi-même, une manière de se parler à soi qui est dans le jugement, une manière de penser qui est dans le jugement, qui est dans des fonctionnements où on généralise les choses. Et on va retrouver les mêmes choses qu'on retrouve dans le mode mental automatique. C'est-à-dire une tendance à généraliser, à être dans une pensée un peu dichotomique où tout est bien ou tout est mal. Une pensée où on a du mal à relativiser, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on pense pour des certitudes. Et donc en communication non violente, il va y avoir ce truc, d'un côté la pensée et le fonctionnement de communication chacal, et le mode de fonctionnement girafe, qui va être beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus, mais pas seulement, qui va être en capacité de ne pas être dans le jugement, qui va être en capacité de... Parce qu'il demande aussi certaines formes de logique, ainsi de suite.
Bref, alors après, il y a eu d'autres études. Le problème avec les TNCC de Jacques Fradin, dont j'ai parlé, avec les modes mentaux, c'est que c'est validé scientifiquement, mais c'est une validation qui reste marginale. C'est-à-dire, il n'y a pas nombreux scientifiques de par le monde qui ont validé cette approche. Mais c'est très intéressant. Ça vaut le coup d'approfondir le truc. Mais d'autres scientifiques ont remarqué des choses très intéressantes par rapport à ça. Par exemple, système 1, système 2, qui montre que dans le cerveau, il y a un système qui semblerait être automatique, on en revient à ça, et un système qui paraît beaucoup plus en capacité de réfléchir, mais qui serait plus lent. Donc, un système qui est capable de réfléchir, et un système qui est hyper automatique. Donc on en revient un peu au mode mental automatique et au mode mental adaptatif. Ça ressemble encore une fois, ce sont les mêmes choses. Et là, il y a eu des études qui sont allées dans le sens, il y a eu un bouquin très connu qui parle de ça, qui s'appelle justement Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Je crois, c'est un bouquin, je crois que c'est Kahneman qui a écrit ça, Daniel Kahneman, je pense. Hein. Je suis pas... Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai pas mal entendu parler. Notamment justement parce qu'il y a un auteur qui du coup a fait des publications scientifiques aussi, et qui lui lance l'hypothèse d'un système 3. Et qui est pas mal, qui est intéressant aussi. Le système 3, c'est le système qui est capable de savoir à qui on donne la parole. Est-ce qu'on donne la parole au système 1 ou au système 2 ? Est-ce que là maintenant, ça vaut le coup de laisser on va dire le système, je ne sais plus si c'est le système 1 qui est en pensée automatique, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de laisser la pensée automatique se faire toute seule, parce que là, il n'y a pas de problème, elle se débrouille très bien, et est-ce qu'à un moment donné, paf, il y a un problème, on passe à l'autre système, et donc un système qui est beaucoup plus en capacité de gérer la nouveauté, et ce qui est complexe, et ce qui est nouveau. Et donc le système 3, lui, il va donner la parole. Donc ça, c'est Olivier Houdet, H-O-U-D-E, qui a fait des recherches, qui est un chercheur français, qui a fait des recherches super intéressantes sur le sujet, et qui montre comment l'apprentissage ne peut pas se faire sans ce système. Parce qu'en fait, sinon on reste toujours sur nos automatismes. Par exemple, vous avez appris... vous avez alors il y a des gens qui ont des problèmes avec le système 3, justement, qui peuvent avoir des difficultés. Par exemple, vous êtes à un passage piéton, et le bonhomme passe au vert. Et bien quelqu'un qui n'a pas de système 3, on lui a appris qu'il faut passer au vert, il va utiliser son automatisme, il va passer au vert, même s'il y a une voiture qui passe, et qui risque de le renverser. Parce que c'est un automatisme. Et donc du coup, il faut sans arrêt qu'on se dit, ok, automatisme, je passe au vert, mais derrière, s'il y a quelque chose de nouveau et d'inattendu, il faut être en mesure de s'adapter et de réprimer son automatisme. Et de dire, là, l'automatisme, il gère rien du tout. L'automatisme n'est pas en mesure. Et sans arrêt, on réactualise des pensées qui sont de nature automatique. Je sais pas, moi, par exemple, typiquement, je les mange. Bon, la pensée automatique, elle va avoir tendance à mettre un S à mange parce qu'il y a lait avant, quoi. C'est un automatisme. Quand il y a un lait, on a tendance à mettre un S au mot d'après. Sauf que je les mange, c'est je mange, en fait. Donc ça, le cerveau, le système 3, il intervient tout le temps. Bref, je mets ça de côté. Ça, c'est des trucs sur le flow qui montrent qu'on a déjà, malgré tout, il semblerait, des modes mentaux ou des modes de fonctionnement différents et qui peuvent être provoqués par certaines circonstances. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, je suis presque à 10 minutes. Mais voilà, il y a quand même des choses qui vont faciliter l'environnement, là où, le fait d'être dans des situations non jugeantes, le fait d'être dans un environnement qui ne vous met pas la pression, toutes sortes de choses qui vont vous aider à avoir un environnement favorisant. Mais je vais continuer. Parce que je vous donne la boîte à outils, mais faut pas se mentir, ça reste large, comme il y a beaucoup de choses à approfondir. Alors, la suite, je vais vous parler des directions de vie choisies. Directions de vie choisies, ce sont des valeurs
qui vont être importantes dans notre vie. Et il semblerait que ces valeurs, elles participent mais profondément à notre bien-être, voire même il serait difficile de pouvoir être vraiment bien, trouver du bien-être psychologique sans ces valeurs-là. Alors ces valeurs au sens large. Dans le bouquin que moi j'ai lu, alors ça c'est scientifique, hein, c'est pareil, c'était une discipline qui a été validée scientifiquement, qui s'appelle l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, voilà, c'est le nom de la thérapie, de ce type de thérapie. Et donc je sais plus où j'en étais, mais bon, peu importe, en tout cas l'ACT explique qu'on a des directions de vie choisies, il y a des choses qui sont importantes pour nous, et que c'est ça qui va nous permettre de bien vivre, en fait, d'être bien dans notre vie. Même si on a des souffrances, même si on a des choses difficiles, tout ça, en fait, le fait de trouver la cohérence. Et donc, par exemple, j'ai envie d'être un ami proche et à l'écoute, ça va être des valeurs dans les directions de vie choisies. Ça va être... voilà. Mais on va remarquer que justement, en communication non violente, il va y avoir quelque chose de très proche. Ça va être les besoins. Et les besoins ressemblent énormément à ce principe de direction de vie choisie. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce sont des choses qui ne sont pas des stratégies, qui ne sont pas des solutions, qui ne sont pas des... ce sont des choses qu'on... Comment dire ? C'est pas... par exemple, pour être un ami proche à l'écoute, disons que il y a plein de manières de l'être. Il n'y a pas une seule stratégie qui permette de faire ça. Et vous pouvez vous dire, pour être un ami proche à l'écoute, là, dans l'après-midi, je vais appeler un ami, et puis je vais prendre des nouvelles, et puis je vais être attentif à être aussi à l'écoute, je sais pas. Mais c'est l'appel de l'après-midi, c'est pas la seule manière que vous avez pour ça. Hein, vous pourriez inviter à manger, vous pourriez, j'en sais rien, il y a plein de manières de le faire. Donc ça, c'est direction de vie choisie. Ensuite, un autre truc, pareil, où il y a des recoupements, des choses qui se recoupent, ça va être la pleine conscience, tout ce qui est lié à la pleine conscience, le fait d'avoir conscience de ce qu'on vit, d'être conscient de ses pensées, de ses besoins, pourquoi pas, de ses sentiments, de ses émotions, être conscient, être simplement conscient. Alors, beaucoup de gens qui proposent de faire de la méditation pour ça, donc de s'entraîner à cette conscience, comme un muscle qu'on fait travailler. Voilà, en fait, très validé, pareil au niveau scientifique, tout ce qui est lié à la pleine conscience. Ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Et là, pareil, alors en communication non violente, il va y avoir la même chose. Il va y avoir ce travail qui va être facilité par le fait d'avoir des outils, quand on approfondit surtout, encore plus quand on approfondit, des outils qui vont permettre de comprendre et d'avoir conscience de ce qui se passe en nous. Parce que ça va nous faciliter le fait de comprendre qu'est-ce que de l'ordre de pensée que j'ai, d'opinion, voire de jugement que j'ai, et qui sont juste des pensées. Hein. En pleine conscience, on va dire ça. On va dire que ce sont juste des pensées. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. C'est pas parce que j'ai une pensée que j'en suis certain que c'est vrai, que c'est vrai. Donc, en communication non violente, il va y avoir ce truc où on va essayer de faire attention à, ok, quels sont mes sentiments maintenant, quels sont mes besoins, et donc il y a un côté très introspectif, et on peut se servir de la communication non violente, encore une fois, pour la thérapie. Un truc qui est pas mal, il s'appelle la danse de la CNV, je crois. Donc on met des papiers par terre où on va mettre observation, sentiments, besoins et demandes, qui sont les 4 étapes de la communication non violente, et puis même on peut rajouter jugement. Et donc la personne va raconter un problème, quelque chose qu'elle vit, et elle va essayer de se déplacer, alors c'est encore mieux si elle est accompagnée, elle va essayer de se déplacer sur les différents éléments. Elle va essayer de se déplacer, voilà, ok, là je suis en observation, qu'est-ce que je ressens, comment est mon corps maintenant, quand je pense à tel truc, qu'est-ce que ça me fait? Je me sens lessivé, je suis fatigué, ou je déprime en ce moment, voilà, il va y avoir
ce truc de je me sens coupable, je sais pas, voilà, il va y avoir tous ces trucs de se positionner sur les papiers, et ça va aider vraiment à mettre vraiment de la conscience sur ce qu'on vit. Alors vous voyez, donc là, j'ai parlé de 3 grandes choses, mais ça s'arrête pas là. Alors je vais essayer de vous expliquer la suite, parce que la suite, ça va être différent de ce qu'on a dit là. Donc là, j'ai parlé du flow, des directions de vie choisies et de la pleine conscience. Il y a des validations scientifiques sur certains de ces éléments. Mais alors pourquoi j'en reste pas à la science? Pourquoi je ne dis pas juste bon bah chouette, il y a de la science, restons purement sur la science? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors moi, j'ai une métaphore. La science est myope. La science, elle voit très très bien de près, mais elle voit pas bien de loin. La science n'est pas très très forte souvent pour trouver des solutions aux problèmes. Souvent, c'est les ingénieurs, c'est les designers qui vont trouver des solutions. À partir de la science, bien entendu. Mais la recherche scientifique, à la base, c'est pas ce qu'elle fait. La recherche scientifique, c'est pas son premier point, son premier truc de trouver des solutions. Elle est extrêmement proche et de manière extrêmement précise de la réalité. Mais elle zoome énormément. Et donc du coup, quand on a plein de données scientifiques, on a plein de petits... comme si vous aviez une très grande photo, et puis que vous aviez plein de points éclairés, mais à des endroits très précis. Alors inversement, tout ce qui est, moi ce que j'appelle le design, c'est-à-dire les gens qui inventent ou qui créent des outils, voilà, tout ce qui est outils par exemple, c'est le contraire, c'est pas myope, c'est hypermétrope. C'est-à-dire, ça va très très bien de loin parfois, mais alors de près, on n'y voit rien du tout. Et donc, moi je pense qu'il y a une zone intermédiaire qui est intéressante. Et cette zone intermédiaire, elle va permettre de bénéficier d'outils cohérents de la science, mais tout en n'étant pas limité par cette absence de vision globale. Parce que tout ce qu'on a vu a des limites. Exemple. Déjà, les outils que je vous ai pointés ont tendance à se considérer comme étant des modèles uniques. C'est-à-dire que faites de l'acte et vous résoudrez... Moi, j'en ai fait de l'acte. Hein. J'ai fait une thérapie acte pendant longtemps. Et c'était un peu le truc. Hein. Il y avait un peu ce truc-là. C'est-à-dire, faites de l'acte, vous résoudrez tous vos problèmes. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas tout seul. Donc, mais c'est pareil pour la communication non violente. Il va y avoir un peu ce propos. Faites de la CNV, faites de la communication non violente, et vous résoudrez tous vos problèmes. Et pareil, ça ne marche pas. Alors par exemple, qu'est-ce qui est oublié? C'est par exemple les problématiques d'épuisement cognitif et mentaux. C'est extrêmement négligé. C'est-à-dire que ça crée toutes sortes de problèmes somatiques, des problèmes de douleur, des problèmes de fatigue, des problèmes de crise, d'angoisse, des problèmes d'irritabilité. La liste, elle est longue. De tous les problèmes qu'il va y avoir dus à des épuisements. Alors comme moi, je suis autiste, je connais bien le problème, et ça a été un problème qui n'a jamais pu être réglé par l'acte, puisque c'est pas un problème lié aux valeurs. Là, on est sur un problème d'épuisement. De savoir comment je peux me reposer au jour le jour, éviter mes sources de fatigue, puisque j'en ai beaucoup, plus que la moyenne, des sources de fatigue. Donc par exemple, ça va être complètement négligé dans toutes les approches. Il n'y a pas de modèle unique qui peut fonctionner. Après, il y a la CNV, mais la CNV a ses limites. Alors, la CNV, elle va avoir le gros problème de faire un déni quand vous apprenez la pensée de Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente. Lui, il va être complètement anti-diagnostic, anti-test, et ça pose une difficulté. Parce que, par exemple, moi, sans test ou sans diagnostic, j'aurais jamais pu savoir que ce qui me gêne dans une bibliothèque, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'objets. Et que donc, il est plus favorable pour mon bien-être que je puisse être dans des environnements qui soient sobres. Et ça, c'est impossible. Moi, j'aurais jamais pu le comprendre.
Ou par exemple que j'ai une sensibilité au mouvement et qu'à des moments, il faut, c'est bien le mouvement, mais faut que je fasse attention. Parce que la fatigue, elle n'intervient pas au moment du truc, quoi. Donc bref, il y a plein de choses, c'est une évidence qu'à un moment donné, on ne peut pas se passer de comprendre à des moments ce qui se passe. Moi, je suis adepte d'une pensée multiple, c'est-à-dire de comprendre la complémentarité entre les approches. Au lieu de se dire ça c'est nul et ça c'est bien et ça c'est la seule approche qui marche et ça c'est tout le reste c'est nul. Hein, c'est un peu comme j'ai un couteau dans la main, il faut que je coupe un truc avec, quoi. Et vous voyez un chirurgien, il faut forcément. Je caricature, je dis pas que c'est vrai, mais ça serait un peu la caricature. C'est vous voyez un chirurgien, il faut opérer. Vous voyez un autre docteur, il va vous donner des médicaments parce que chacun utilise l'arme qu'il a dans la main. Mais moi, je suis plus pour la complémentarité des approches. Parce que la réalité est complexe. La réalité est ultra complexe. Et donc, souvent, c'est pas avec un seul truc qu'on va y arriver. D'où l'idée de boîte à outils. Alors après, voilà, il y a des naïvetés, moi je trouve, dans la communication non violente, comme tout se résout. Il y a un exemple flagrant avec ça, c'est genre, il peut pas... moi, j'arrive pas à complètement être convaincu que c'est que la limite de notre imagination qui fait que nos besoins sont pas satisfaits. Si vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas d'eau, vous avez besoin d'eau, peut-être que vous n'avez pas de solution pour boire. Et ça, vous pouvez avoir l'image. C'est pas, ça va pas être une question d'imagination, hein, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc, je pense que il peut y avoir des fois une tendance aux formules choc qui sont très bien, c'est génial, hein, la communication non violente, c'est vraiment un bon socle. Et pour moi, ça fait vraiment partie de la panoplie des outils de thérapie et développement personnel. Mais, voilà, moi je trouve qu'il faut mettre parfois un peu de la nuance sur le côté très séduisant, en fait, des phrases choc, comme quoi tout peut se résoudre, voilà, avec ça. Et puis, dernier point, ça va être le manque alors, la communication non violente encourage à la créativité. Une fois qu'on a compris nos besoins, il y a un encouragement à la créativité, ça c'est génial. Par contre, ça donne pas les outils pour ça. Donc l'approche c'est pas... Alors quand je dis la créativité, c'est quoi ? C'est qu'on identifie nos besoins et ensuite c'est la créativité qui va permettre de comprendre comment on va satisfaire ces besoins. Et donc, voilà, en fait c'est la créativité, des techniques de résolution de problèmes qui vont essayer de résoudre les problématiques de besoins qui ne sont pas satisfaits. Alors moi, ça a été mon approche pendant très longtemps. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Et puis le dernier truc, c'est tout ce qui est gestion de projet. Il y a un gros manque sur tout ce qui est gestion de projet, mais là c'est pareil. Hein. La discipline, c'est normal qu'elle ne gère pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné... alors l'acte en parle plus. Le côté, vous avez des besoins, mais c'est pas juste maintenant qu'il faut juste je claque des doigts et je me dis quel est mon besoin, comment je le satisfais maintenant. C'est aussi comment je me crée une vie à mon image sur la durée en utilisant des outils de gestion de projet. Voilà. Alors, pareil, je continue sur les limites. L'acte a ses propres limites aussi. Et pour moi, la grosse limite de l'acte, alors, moi j'ai fait de l'acte avec une personne, je peux pas être sûr et témoigner pour toutes les personnes qui font de l'acte, mais je vais donc parler que ce que j'ai vécu moi, mais j'ai trouvé que j'ai eu énormément de mal à comprendre qu'est-ce qui était important pour moi, vers quoi je voulais aller, quelles étaient mes valeurs, quels étaient mes besoins, tous les trucs de pleine conscience. J'avais beaucoup de mal à détecter mes émotions et il me manquait des outils de détection, de compréhension de ce que je vivais. Par exemple, par l'écoute empathique. Alors moi j'ai pu bénéficier de ça, d'avoir quelqu'un qui me fait de l'écoute empathique avec des outils de CNV, et je trouvais ça extrêmement efficace pour mieux me comprendre. Alors que dans l'acte, moi en tout cas, j'ai pas vécu ça. J'ai pas eu la possibilité de quelqu'un qui m'aide à comprendre ce que je vivais moi, parce que moi j'y arrivais pas. Voilà, et puis pareil, il va y avoir le même problème, je trouve qu'il manque des outils de créativité et de gestion de projet. Donc voilà, l'acte pareil, hein, a tendance à se considérer un peu comme l'outil ultime, mais il ne peut pas l'être.
Ouf, maintenant on en arrive à la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, moi je recommande effectivement comme socle la communication non violente, mais utilisez pas que seulement comme outil de communication. Je recommande vraiment la communication non violente aussi pour apprendre à se comprendre. Mais c'est pas juste lire un bouquin, enfin il y a plein d'outils dans la communication non violente. Par exemple, il y a des exercices, le truc de papier tout à l'heure, qui est un très bon exercice. Après, il y a des stages qui peuvent aider là-dessus. Je pense qu'après, c'est une pratique qu'il faut mettre en place. Vous pouvez trouver un accompagnant, quelqu'un qui va pouvoir vous écouter. Voilà, il y a possibilité de travailler autour de ça sans juste lire un bouquin, quoi. Mais après, je recommande de se l'approprier, et parce que je pense que il y a des limites sur les bords, quoi. Il y a des limites, comme tout. Voilà. Ensuite, un deuxième élément de boîte à outils, moi je pense qu'il ne faut pas s'en passer, c'est tous les outils liés au diagnostic, au test, à la compréhension de soi, tout simplement. Ça c'est complètement négligé. Moi je pense que c'est important de se comprendre. Si vous comprenez pas, moi c'est pareil, j'ai pas réussi à me comprendre. J'ai pas réussi à me comprendre tout seul. Et à un moment donné, il faut laisser tomber l'ego, mettre l'ego de côté et dire, moi j'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. Et moi, j'ai eu besoin d'aide pour comprendre énormément de choses sur moi. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Parce que justement, en fait, mon plus gros problème avec l'autisme, c'est pas d'avoir un problème, c'est d'en avoir plein. Plein de petits problèmes qui s'ajoutent. Et donc, du coup, il faut les comprendre. Voilà. Il faut les comprendre. Et il y a plein de choses que je pouvais pas le deviner tout seul. Voilà, donc le diagnostic, les tests et les accompagnements personnalisés qui vont avec. Par exemple, un autiste qui fait un test et puis découvre qu'il n'arrive pas à comprendre la pensée des gens. Il n'arrive pas à se mettre à la place des autres, il n'arrive pas à comprendre. Bon, peut-être qu'on va lui proposer des ateliers ou des choses, par exemple de la remédiation cognitive, pour apprendre à comprendre les situations sociales et ce que vivent les autres. Il y a des choses spécifiques, ça existe. Et pour finir, il va y avoir tout ce qui est lié à la créativité, les outils de créativité. Alors moi, tous les débuts de mon site holographique, holographique.fr, avec un K, holographique, c'était justement tout ça. C'était la créativité, tout ce qui était lié au flow, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui était gestion de projet. Alors moi, je m'étais vachement centré là-dessus. Alors je me suis créé des tonnes d'outils, mais je m'en sortais pas quand même. Parce qu'il me manquait les deux premiers. Et il me manquait la CNV... CNV et ACT, les deux sont sur le même niveau, et tout ce qui était lié au diagnostic. Alors, le diagnostic, ça a été un point hyper important aussi, pour m'aider. Donc voilà, c'est la CNV, les diagnostics et les accompagnements qui vont avec, la créativité, tout ce qui est lié aux conditions de flow, tout ce qui va vous aider à être dans ces modes mentaux qui favorisent la créativité, la souplesse d'esprit, le fait de ne pas rentrer dans des pensées pleines de certitude et apprendre à relativiser, tous ces trucs-là. Donc ça c'est tout ce qui est lié au flow et au mode mental adaptatif, on va dire. Et voilà, et tout ce qui est lié à la gestion de projet. Alors moi je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était agilité par exemple. Et toutes les méthodes agiles sont extrêmement intéressantes dans la gestion de projet, parce que ça permet d'avancer par petits pas et de vérifier régulièrement si on avance dans la bonne direction. Et voilà, c'est beaucoup moins angoissant aussi, et beaucoup moins stressant. Donc moi, j'en ai pas mal. J'ai aussi abordé le sujet. Voilà, j'ai sur mon site, il y a plusieurs choses qui sont liées à ces sujets-là. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que ce podcast vous a intéressé. J'ai essayé d'aborder ma boîte à outils après beaucoup d'années de recherche. J'espère que vous allez pouvoir avancer avec ça, et j'espère surtout que ça va vous faire gagner du temps, parce que moi j'ai galéré hyper longtemps pour trouver tous ces outils-là. Plus de 40 ans de vie pour pouvoir avoir ces outils, l'ensemble de ces outils-là, et comprendre comment ils s'agencent vraiment. Ouais, je me dis ça peut faire gagner du temps à des gens.
J'espère vraiment profondément. Donc voilà, j'espère que avec ça vous allez pouvoir bien chercher aussi, parce que c'est une recherche, et bien avancer.